C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. Nous sommes toujours sur le plateau avec nos deux invités, Luc Abaki et Orna Nyata. On va passer maintenant au Togo. Le Togo qui a été victime d'une attaque terroriste. C'est dans le nord du pays, dans une localité appelée Kpepankandi. Nous sommes dans l'extrême nord, dans la préfecture de Kpenjal. Les djihadistes ont attaqué un poste opérationnel avancé. Le bilan est très lourd. 8 soldats ont perdu la vie, 13 sont blessés selon un communiqué du gouvernement, mais surtout dans la zone, c'est une psychose qui a gagné également tout le pays, surtout que le Togo était à l'abri de ces attaques jusqu'ici. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment on peut expliquer cette attaque et qu'est-ce qu'il faut faire désormais pour ne plus en être victime? C'est la question que je poserai à mes invités. Luc Abaki, d'abord, avant de commencer, votre réaction par rapport à cette attaque-là que le Togo a subie, c'était dans la nuit du 10 au 11 mai. Je crois que, avant tout propos, il faut d'abord s'incliner devant la mémoire des vaillants soldats qui sont donc lâchement tués au front et souhaiter en même temps prompte guérison à ceux qui sont blessés et en même temps appeler à la solidarité nationale et tirer véritablement sur la fibre patriotique. Parce que cet acte montre clairement que le Togo, désormais, est en face d'une guerre. Une guerre malheureusement asymétrique dont l'ennemi n'est pas ciblé, connu et repéré comme tel. Cela nécessitera nécessairement l'action solidaire des populations elles-mêmes, qui doivent, par leur vigilance, contribuer donc à repérer éventuellement des mouvements suspects et donc qui faciliterait la tâche donc aux vaillants militaires dont la mission est précisément de protéger l'intégrité nationale et de veiller donc à la sécurité de l'ensemble des citoyens du pays. Cela dit, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris donc cet acte barbare et ignoble que notre gouvernement a eu les mots justes de qualifier de lâche. De lâche parce qu'il s'agit là d'un acte qui n'a en réalité pas de sens. Parce que le Togo n'a pas attaqué un front dernier quelconque, il n'est pas de raison qu'on puisse de façon délibérée enlever la vie à des citoyens dont le seul péché est d'être militaire. Voyez-vous? Donc au-delà de tout ceci, je crois qu'il y a un besoin d'action vigoureuse désormais. C'est vrai que nous avons eu à initier beaucoup de choses par le passé dans le but de contribuer à la lutte contre ce phénomène mondial et surtout très sous-régional depuis un bon bout de temps, notamment dans le Sahel. Donc le Togo est très actif en ce qui concerne les mesures préventives et je crois qu'à partir de l'acte de novembre où il y avait déjà une attaque, ou du moins une tentative d'attaque parce qu'il n'y avait pas quelque chose d'assez corsé comme celui qu'on a vu et qui se montre beaucoup plus dramatique maintenant. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises et c'est l'occasion pour nous justement d'inviter nos dirigeants à plus d'actions vigoureuses et qui doivent permettre justement de circoncire, en tout cas d'extirper cette menace-là de notre champ d'action. Qu'on revienne après petit à petit dans les détails. Orna Nyata, quelle a été votre réaction après l'annonce de cette attaque-là? Oui, c'est avec douleur ce matin-là que j'ai reçu des appels de connaissances et amis de Kpenjal qui m'annonçaient cet événement malheureux et permettez d'abord qu'on s'incline devant la mémoire de nos vaillants combattants tombés sur le champ d'honneur et souhaiter prompte guérison aux blessés et en appeler à une mobilisation nationale, que personne ne cède à la psychose. Il faut que ces individus sachent que nous sommes prêts à les affronter.
que notre jeunesse reste mobilisée. Nous devons être l'avant-garde de cette lutte. Que toute la jeunesse se transforme en agent de renseignement, en veilleur pour contribuer à éloigner ces individus dangereux de notre territoire. Et nous avons le devoir de le faire. Et je le répète, nous n'avons pas le droit de céder à la peur. Et ils doivent comprendre que nous aurons en face d'eux, dans toutes les préfectures, dans tous les villages, que la jeunesse soit mobilisée, de jour comme de nuit, à contribuer à cette lutte. Peut-être elle ne fait que commencer. Ce n'est pas une surprise parce que nous savions déjà que ces ennemis rôdaient autour de nos frontières et surtout dans cette zone avec aujourd'hui la fragilité surtout de l'armée du pays voisin du nord, le Burkina Faso, qui a dû perdre assez de territoire, laissant l'espace à ces individus de s'organiser, d'avoir une base pour nous attaquer. Donc c'est l'occasion aussi d'en appeler à une action concertée, tant au niveau des renseignements qu'au niveau opérationnel entre nos États. Il faut renforcer la collaboration pour détruire les bases de ces individus très rapidement. Parce qu'il faut arriver à les disperser. Parce que s'ils arrivent à se renforcer, à avoir un territoire de plein droit, nous aurons des difficultés à les combattre. Alors, l'émotion est partagée. Maintenant, après l'émotion, il faut aussi s'interroger. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attaque? Pourquoi le Togo se retrouve dans le viseur de ces obscurantistes aujourd'hui? Alors, pourquoi le Togo? Ce n'est pas un acte isolé. Vous savez que c'est un phénomène qui a cours depuis des années déjà dans le Sahel. Il y avait déjà des incursions, je parlais du cas de novembre, mais surtout aussi à l'est, au Bénin, où il y a eu plus de 2 ou 3 cas. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement que le phénomène est en train de se métastaser vers les pays côtiers, notamment du golfe de Guinée. Il y a une volonté d'expansion. Bien entendu. Voyez-vous, c'est vrai qu'au départ, le phénomène terroriste et djihadiste était lié à des questions des fondamentalistes, des extrémistes religieux, etc. Et c'est ce qui s'était passé, en tout cas en Europe, lorsqu'il y avait des attentats, notamment en France, en Angleterre, en Italie, en Espagne, etc. etc. Mais après, on a constaté qu'il s'est transporté fondamentalement en Afrique, et notamment dans le Sahel. Et puis, c'est après que le régime libyen a été démantelé qu'on a senti toute l'ampleur donc de ce phénomène-là en Afrique, en tout cas occidentale, dans ce Sahel-là. Et puis, cela a nécessité, si vous voulez, l'appel au secours d'un pays comme la France pour venir justement porter assistance à ces pays exposés justement à ce phénomène assez dramatique et tout. Bon, malheureusement, plus de 10 années après, on constate que l'action de la France n'a pas été déterminante, n'a ni empêché de circonscrire le phénomène, ni de l'extirper. Et donc, il s'est métastasé presque sur tout le territoire malien, il s'est mué vers le Niger, vers le Burkina Faso, et donc il descend aujourd'hui vers nos pays, etc. Donc, on ne va pas dire pourquoi forcément nous, parce que nous faisons partie d'un ensemble qui est visé par le phénomène. Ça, c'est clair dans un premier temps. Voici ce qu'on peut dire. C'est vrai aussi qu'on a comme l'impression qu'en fait, ce phénomène a été récupéré pour des raisons géopolitiques. C'est-à-dire tout simplement que, au-delà de ces questions liées à la religion et tout, on a comme l'impression qu'il y a aussi des puissances occidentales qui tirent les ficelles
afin de justifier leur présence militaire dans nos espaces, parce qu'il y a un enjeu géopolitique qui exige qu'elle soit aussi là dans cet espace-là. C'est vrai qu'on ne peut pas donner des éléments probants autour donc, de cet élément que je suis en train d'évoquer, mais il y a des éléments concordants qui permettent de dire que, mais écoutez, on a comme le sentiment qu'en fait, il n'y a pas une volonté manifeste de mettre hors d'état de nuire ces djihadistes et ces terroristes-là dans nos espaces. Dans tous les cas, ce qui va compter en réalité, ce sont les solutions que nos États vont chercher à apporter à ce phénomène qui tend à les fragiliser de façon sérieuse et dangereuse. Voyez-vous, j'ai le sentiment que la dynamique impulsée, en tout cas dans cette sous-région-là, n'est pas adéquate, n'est pas judicieuse, n'est pas optimale pour donner la réponse qu'il faut à ce phénomène-là. En tout cas, nous aurons le temps, bien entendu, de revenir sur ces aspects-là. Pour vous, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde ces genres de mouvements, on n'a plus véritablement l'impression, et je pense que Luc Abaki le rappelait, qu'il y a une vraie idéologie derrière. On ne sait plus pourquoi les gens se battent. Pourquoi veulent-ils aujourd'hui contrôler les pays côtiers, notamment le Togo? Non, vous savez, c'est une nébuleuse et le Togo est impliqué dans la lutte. Nous avons nos soldats, nous n'avons pas eu les premières victimes du terrorisme. Nous avons perdu de vaillants militaires au Mali sur les terrains d'opération dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Et naturellement, étant sur le terrain dès le début, il est normal également qu'on soit visé. Mais ces forces n'avaient pas accès à nos territoires jusqu'à ce que le pays voisin, le Burkina, soit fragilisé et offre l'occasion à ces groupes, notamment le groupe le plus important qui rôde entre le Ghana, le Burkina, le Bénin, le JNIM, et qui s'est implanté par la fragilité de certains pays autour de nous qui ont laissé le territoire. En tout cas, tout est parti d'une fragilisation politique qui a eu des retombées sur l'organisation de l'armée, du système de sécurité de défense intérieure de ces pays. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, nous sommes face à la situation. Et nous devons nous préparer à être permanemment dans la lutte. Nous profitons de l'occasion pour saluer les efforts du président togolais, le chef de l'État, son Excellence Faure Gnassingbé, qui a eu la lucidité d'anticiper en installant une force de riposte dans la région des savanes. C'est vrai que peut-être il peut ressentir peut-être un découragement parce que l'objectif était d'éviter d'en arriver à ce que nous avons vécu. Mais il faut qu'il poursuive. Nous devons l'encourager et vous avez constaté que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile, tout le peuple est mobilisé à l'encourager, à poursuivre les actions dans la zone, à renforcer la présence militaire, à renforcer l'équipement militaire, à renforcer les moyens techniques de renseignement, à renforcer les moyens de communication et autres pour que nous puissions repousser ces fous d'Allah, comme on les appelle, de les repousser très loin de notre territoire. Aussi, il ne faut pas uniquement regarder la région des savanes, en tout cas c'est tout le pays. Oui. Donc il faut qu'au niveau, surtout, toute la ligne des frontières entre le Togo et le Bénin, Tchamba, en tout cas de Djougou jusqu'à Tchamba, il faut vraiment renforcer la surveillance pour empêcher ces forces négatives de s'installer. Alors vous avez cité dans vos propos tout à l'heure un groupe, le JNIM. On sait que c'est l'un des groupes terroristes les plus actifs dans la région. Moi je lisais le livre du nouveau président burkinabé qui a écrit Terrorisme et armée ouest-africaine, réponse incertaine. Et quand on découvre le phénomène, c'est des groupes
incomptables, il y en a énormément. Oui. Jusque-là, on n'a pas encore une revendication formelle d'un groupe par rapport à l'attentat du Togo. Est-ce qu'on peut se permettre de spéculer que le Togo serait dans le viseur d'un groupe particulier? Bon, est-ce qu'on a intérêt à ce qu'on est frappé? Quelle que soit la nature ou l'identité du groupe en question, il fait partie des djihadistes, des terroristes qui ont une action pernicieuse et très dangereuse donc, pour la vie de nos pays. Et donc, il va falloir prendre des dispositions pour les contrer tout simplement. Donc, je ne sais pas quels sont les groupes en question, mais dès l'instant où nous nous rendons compte finalement que nous sommes vulnérables, il va falloir redoubler de vigilance. Parce que nous avons eu des slogans par le passé qui nous donnaient le sentiment qu'en réalité nous étions presque invulnérables. Oui. Ou du moins que nous avions les moyens requis pour estomper ou étouffer dans l'âme toute velléité d'attaque du Togo. Aujourd'hui, nous sommes devant le fait accompli, qui est que il y a eu une attaque qui a eu des conséquences malheureusement néfastes et lourdes sur notre armée. Alors, si des dispositions idoines ne sont pas prises, les conséquences seront précisément la démobilisation de nos troupes elles-mêmes, la psychose, comme vous l'avez dit, au sein de la société, et un certain nombre de contingences qui risquent de participer à fragiliser l'État lui-même, et puis donc à désorganiser la société, à la déstructurer, et puis donc à dévier les esprits de nos priorités actuelles, qui sont justement de veiller à la lutte contre la faim, à la vie chère, etc. En tout cas tous les fléaux sociaux qui doivent en principe préoccuper nos gouvernants aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est un problème sérieux auquel il faut faire rapidement face. Et donc de sortir des slogans complaisants et flatteurs, et de se rendre compte qu'en fait nous sommes réellement vulnérables. Parce qu'en regardant le mode opératoire justement de ces djihadistes qui ont réussi le pari justement de prendre possession de notre camp, en tout cas de ce poste avancé, oui. Et donc d'empêcher justement l'arrivée de la cellule de renfort, jusqu'à même faire sauter un blindé et emporter une arme aussi sophistiquée et performante que la 12-7. Cela veut dire qu'en réalité nous sommes atteints dans notre âme. Et donc le symbole militaire qui fait notre fierté est en train d'être secoué. D'où la nécessité, justement, je crois qu'il ne faut pas en arriver là. Non, vous savez, ce que je suis en train de dire. Nous considérons tout simplement, c'est une provocation qui aura une réponse appropriée. La provocation a réussi. Il n'y aura aucune démobilisation. Et je vous dis, le mental. Vous n'avez pas vu la symétrie aussi de la lutte, parce que moi j'écoute beaucoup qui parlent de réponse appropriée. Je l'ai lu dans le communiqué du NET, je l'ai lu également dans le communiqué de notre parti politique aujourd'hui. Bien sûr. Mais on est sur un combat asymétrique. On ne connaît pas l'ennemi d'ailleurs. Il est certain que peut-être il y a eu des morts dans leur camp, mais on n'a retrouvé aucun corps. On ne sait pas qui a attaqué. Bien sûr. Qui allons-nous attaquer? Non, vous savez, il y a de l'expertise en la matière. Et il y a des moyens techniques pour faire face à ce genre de phénomène. Nos soldats ont l'habitude de ces opérations, de par leurs expériences à l'extérieur et de par la formation qu'ils reçoivent par rapport à la question et par rapport à la bonne maîtrise du mode opératoire de ces djihadistes. Sûrement qu'on a flanché quelque part, peut-être par excès de confiance, ou du moins ce qu'on a eu à somnoler un peu. Mais ça nous donne des leçons, et je pense que la riposte ne va pas tarder, parce que nos troupes sont et restent très mobilisées, et nos troupes considèrent ça d'ailleurs comme un affront, et cet affront sera lavé. La jeunesse togolaise elle-même, depuis hier, quand vous parlez de psychose, il n'y a aucune psychose. Les jeunes Togolais veulent combattre. Dans le mental des Togolais, de Lomé à Saint-Cancé, tout le monde a envie de combattre ces individus. Et d'ailleurs, moi-même, je suis mobilisé, parce que ces individus ne nous font pas peur. Nous avons des peuples de guerriers. Nous sommes des peuples de guerriers, et nous allons faire face, qu'ils nous entendent,
que nous ne laisserons pas. Il n'y a pas que notre armée. Ils ont en face tout le peuple togolais. Ils ont en face toute la jeunesse togolaise. Et que nous ne permettrons à personne de nous défier. Aussi, par rapport aux analyses de Luc, je ne voudrais pas verser dans des petites histoires de réseaux sociaux, mais il faut que nous soyons clairs également. S'il s'avérait qu'un partenaire du Togo se retrouve être partenaire de ces forces de nuisance, que ce partenaire comprenne qu'il retrouvera la jeunesse togolaise sur son chemin et très rapidement. Et nous souhaitons que ces petites rumeurs, que ces rumeurs soient entièrement fausses. Mais nous restons mobilisés. Et mon message est ferme, je le dis, que s'il y a un partenaire du Togo, et s'il s'avérait qu'un partenaire du Togo se retrouve être partenaire de ces forces de nuisance, et ce partenaire verra la jeunesse togolaise en face. Nous ne permettrons pas ça. Je pense que je veux qu'on en vienne aussi au mode opératoire où Nanyata l'évoquait. Quand on suit un peu le récit des faits, et ce matin encore, je suivais un reportage de certains habitants de la localité qui parlent d'individus qui sont venus à bord de motos, qui ont garé la moto à quelques mètres des villages, qui ont traversé à pied. Alors, moi, j'ai un problème avec ça. Est-ce que, puisqu'on parle souvent de collaboration avec l'armée, ça veut dire que dans ces villages qui ont été traversés, on n'a pas eu suffisamment le réflexe, personne, d'alerter nos militaires pour leur dire « Attention, nous entendons des mouvements bizarres, soyez sur votre qui-vive ». Non, je peux rapidement répondre pour vous dire également, cela fait partie également des défis à relever. Vous savez, c'est ici l'occasion de lancer un appel à nos sociétés de téléphonie mobile, et de nous rendre les réseaux de communication fluides pour permettre à nos populations de pouvoir communiquer quand elles ont des constats, des informations à donner, aussi aux autorités sur le plan local de se rendre accessibles, d'être très ouverte aux populations. Il faut toujours accueillir et écouter les préfets, les maires et autres. Il faut qu'ils gardent le lien avec les populations. Il ne faut pas qu'il soit difficile d'accès. Je pense que c'est un défi à relever. Et quelque chose n'a pas marché à ce niveau parce qu'on ne peut pas dire que ces individus n'ont pas été aperçus. Oui. Et d'ailleurs, c'était le jour du marché du village, c'était le jour du marché du village, c'était le jour du marché du village et à 2h du matin et ils ont opéré, ça veut dire qu'ils étaient là et c'est sûr que les gens ont pu les apercevoir mais ils n'ont pas eu la capacité de pouvoir avertir à temps les militaires et d'ailleurs nous avons des témoignages dans ce sens-là. Alors rendons la communication disponible, permettons aux populations d'avoir accès facile aux moyens de téléphonie et aux autorités locales garder le lien direct, le contact avec les populations. Mais j'ai subitement retrouvé le manteau d'homme politique de mon frère Ounanyata lorsque il se prononçait sur cette question. Son langage de fermeté m'a beaucoup séduit. Mais je ne sais pas s'il avait bien compris la logique de mon raisonnement. Mon idée n'était pas de dire qu'il y a eu de la démobilisation. Mais je dis que si les dispositions ne sont pas prises et que de façon récurrente, nous continuons à faire face à ce genre de situation, la conséquence sera, puisque l'acte étant là, il a un impact psychologique qui est évident. C'est-à-dire que dans un premier temps, c'est la surprise, mais c'est en même temps la peur de l'inconnu. Voyez-vous ? C'est un phénomène naturel. Je crois qu'on ne va pas être complaisant. Lorsqu'il y a des situations comme ça, nous avons le devoir, en tant que leader d'opinion, de veiller en même temps, en tout cas d'alerter nos dirigeants et de leur rappeler justement leur mission et de faire en sorte qu'ils comprennent que nous comptons sur leur vigilance, sur leur leadership, sur leur initiative afin justement de garantir la protection ferme et résolue de la population et de remobiliser les troupes parce que, bien entendu, à partir de l'instant où nous n'avions pas eu la preuve de notre vulnérabilité, c'est un peu comme le 11 septembre aux États-Unis.
Pendant longtemps, on a toujours considéré qu'une puissance comme les États-Unis était inattaquable, invulnérable. Jusqu'à ce que les terroristes, c'était le 11 septembre, c'est ça? En 2001. Voilà, viennent attaquer les tours jumelles aux États-Unis. Et donc, cela a rendu compte de la vulnérabilité des États-Unis, en tout cas du géant du monde, en tout cas sur le plan militaire. Cela dit, à partir de l'instant où cette réalité est effective, nous sommes obligés de sortir de la politique des slogans qui nous donnait le sentiment que nous avions l'armée la plus structurée, la plus organisée, la plus professionnelle, la plus munie des éléments techniques, en tout cas tout ce qu'il faut pour parer ou contrer toute attaque. Voyez-vous, ça c'est un fait. Donc la démarche doit être pédagogique, aussi bien vis-à-vis des dirigeants que de la population elle-même, pour leur dire que oui, on comprend qu'à partir de l'instant où il y a eu ce phénomène, en tout cas un acte de cette nature, qu'on puisse être désemparé. Mais justement, il faudrait que cet état d'esprit-là soit un état d'esprit passager. Et que l'état d'esprit qui est recommandable, c'est celui de la vigilance. C'est celui des actions pratiques. C'est celui de la composition, de la solidarité qui permet, justement, là j'en viens à cet aspect où vous donnez des conseils très sages aux autorités, aussi bien de cette localité que de l'ensemble même de l'appareil directionnel de notre pays, à se montrer suffisamment ouverte, suffisamment disponible au service de la population. Parce que la population du terrain est la mieux munie des informations de terrain. C'est une question de bon sens. Et donc, si les autorités sont autant inaccessibles, détachées et sans mur, justement, dans de voyez-vous, résidences toujours fermées, et il y aura un problème. Parce qu'il faut une coordination. Parce qu'il faut un partage des informations de terrain. Étant entendu, justement, j'en viens à votre question, que les gens sont en mesure aujourd'hui de décrire le mode opératoire qui a permis à des gens, plus d'une 60aine de motos, d'arriver à un endroit, de garer les motos, d'aller à pied jusqu'à opérer à un camp militaire. Ça veut dire qu'on aurait pu, justement, s'il y avait eu tout le travail de dynamique unitaire entre la population, les autorités et les militaires, on aurait pu peut-être anticiper et empêcher justement cette action-là. Voilà pourquoi, moi je crois qu'il ne faut pas être complaisant, il faut vraiment être rigoureux, tenir le langage pédagogique nécessaire qui doit pouvoir éveiller la conscience de tout le monde, de manière qu'on comprenne, je l'ai dit au départ, que nous sommes face à une guerre. Et voilà pourquoi il faut une action de solidarité. Et cette solidarité-là doit pouvoir se matérialiser par la disponibilité de tous les citoyens à composer autour de cet objectif commun qui est d'extirper ou d'empêcher tout esprit malveillant de pouvoir pénétrer notre creuset commun qui est donc le Togo, et donc d'opérer de cette manière. Vous savez, c'est justement ça, c'était ça l'esprit. La disponibilité des citoyens est plus que manifeste. Et je vous dis que personne n'est désemparé. Vous l'invoquez ou vous la trouvez elle est plus que manifeste. Et d'ailleurs, les citoyens se sont... Au point où on les a vus, on a vu les militaires, les citoyens, ils n'ont pas pu prévenir. Vous n'avez pas les informations. Et j'ai évoqué certains aspects, donc je n'ai pas besoin de donner certains détails ici. Non, aussi, il n'y a jamais eu de slogan. Le Togo a très tôt activé des mécanismes d'alerte précoce, des mécanismes de renseignement et des mécanismes opérationnels. C'est ce qui a fait que depuis, nous n'avons pas vécu cette situation, on aurait pu vivre pire. C'est parce que très tôt, l'État togolais a pris ses responsabilités en mettant en place des mécanismes donnés que nous avons pu retarder ces agressions jusqu'à ce que ces forces puissent avoir des bases arrière. Aujourd'hui, le fait que ces forces aient des bases arrière dans des pays voisins nous rend plus vulnérables, mais plus alertes. Parce que les populations ont compris qu'elles doivent s'activer davantage aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité. Aussi, vous ne pouvez pas imaginer combien de voyages dans la discrétion, sans propagande, le chef de l'État a effectué dans la région, a circulé dans tous les villages
rencontrer les troupes, rencontrer les populations. Depuis plusieurs mois, le président de la République a toujours été sur le terrain. Vous pouvez vous renseigner auprès des populations. Ça veut dire qu'au niveau de l'État, on est conscient, il y a une responsabilité qui est prise. Il y a un programme d'investissement. Parce que l'objectif aussi, c'est de faire, heureusement, pour le moment, nous n'avons pas la preuve que ces terroristes ont pu recruter dans nos rangs, ont pu recruter nos jeunes frustrés, ont pu recruter nos... Nous n'avons pas... Konrad Adenauer qui a montré très clairement qu'il y a eu des recrutements de jeunes Togolais et Ghanéens. Bon, ça c'est... Vous savez, je n'ai pas eu l'étude, j'ai vu des titres, je n'ai pas encore eu l'étude, je n'ai pas encore parcouru l'étude de Konrad Adenauer, mais ça, c'est aussi un axe sur lequel il faut travailler. Il faut faire en sorte que ces forces ne puissent pas recruter dans nos rangs. Parce que si ces forces arrivent à recruter dans nos rangs, on aura du mal à les combattre. C'est pour cette raison qu'il faut investir dans le développement, créer l'emploi au plan local, mais aussi au plan national, faire en sorte d'éviter un certain nombre de frustrations. C'est en cela que je saisis l'occasion pour en appeler à la responsabilité de chaque responsable de département ministériel à son niveau, à une certaine hauteur, à une certaine sagesse dans les prises de décision. Vous savez, tout fonctionnaire togolais est un maillon d'une chaîne. Et donc, il faut éviter de créer des frustrations qui peuvent être préjudiciables. Nous avons besoin de sérénité, de solidarité pour pouvoir faire cette lutte. Oui, quand vous faites allusion, moi je voudrais, je pense que Ouna Niata l'évoquait tantôt, avant qu'on ne vienne peut-être aux solutions militaires à envisager, mais aussi les solutions d'ordre social. Tout le monde sait que la lutte contre ce phénomène n'est pas que militaire. On est dans une zone, selon les chiffres, l'incidence de pauvreté, elle est la plus élevée. Est-ce que les autorités jusque-là, tout cela ne montre pas qu'elles ont failli au développement, je veux dire? Alors, j'ai suivi avec un vif intérêt le raisonnement de Ouna Niata et je me rends compte que c'est intéressant. Hein? En fait, tous les éléments que vous avez évoqués, bon, moi en tant que journaliste, je les connais. Je les connais, mais je n'ai pas le droit de me limiter à des initiatives dont les résultats ont été comprimés par une attaque. Est-ce que vous comprenez? Tout en saluant les initiatives anticipatives ou anticipatoires qui ont été prises par le président de la République, nous avons tous eu la preuve qu'à la suite de toutes ces mesures-là, il y a eu même des conseils de ministres dans cette zone qui montrent bien entendu que nos gouvernants sont en train de s'approcher davantage de la population à la base, de les rassurer d'une certaine manière. Mais si, au-delà de toutes ces actions, nous en sommes arrivés là, ça veut dire qu'il y a encore du travail. Voilà là où moi je focalise justement mon raisonnement, sans pour autant dénier aux dirigeants les initiatives qu'ils ont eu à prendre. Ça veut dire qu'il faut non seulement persévérer, mais amplifier des initiatives. Parce que l'objectif pour lequel nous sommes là, c'est de faire en sorte qu'on soit plus grand et plus efficace dans tout ce que nous entreprenons, de manière à trouver des réponses les plus idéales, les plus adéquates, les plus efficaces possibles face non seulement à ce fléau-là, mais à tout ce qui compromet le vivre ensemble. Voilà le but dans lequel moi je raisonne et le créneau dans lequel moi je m'inscris. Voyez-vous, ce n'était pas pour dénier aux dirigeants leur initiative, leur sens d'anticipation, etc., etc. On peut les lister. Ils sont nombreux. Tout ce qu'ils ont eu à faire, elles sont nombreuses, les actions qu'ils ont eu à faire. Même à l'endroit de vous, les journalistes, il y a eu, même dans la région des Savanes, au plan national, il y a eu des formations de journalistes sur la question. Il y a eu des journalistes qui ont initié, des journalistes qui habitent les villes frontalières, ont été associés à des formations pour qu'ils contribuent à sensibiliser les populations sur le phénomène. Il y a un grand programme qui certainement va prendre forme, le programme de gestion intégrée des frontières à l'initiative du Conseil de l'Entente, qui va également prendre forme pour essayer de créer le développement dans les zones frontalières qui sont assez vulnérables, pour éviter, il faut marquer la présence de l'État là où l'État n'est pas, parce que c'est sans présence de l'État que ces individus arrivent à recruter. Si nous limitons
le recrutement, nous pouvons détruire le noyau qui existe. Alors, vous savez, parmi les causes du djihadisme et du terrorisme qui sont repérées, identifiées et documentées, il y a, comme il a dit, l'absence de l'État. Je crois que dans un autre contexte, quand on parlait donc de terre, etc., on a expliqué suffisamment ces éléments-là. Donc, lorsqu'il y a l'absence de l'État, les citoyens ont le sentiment d'être laissés pour compte. Et lorsqu'ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes pour avoir de l'eau, pour avoir de l'électricité, pour avoir un certain nombre de choses, et même se maintenir leur existence, ça veut dire qu'ils ne peuvent compter sur personne. D'où la nécessité pour l'État, justement, d'assumer son rôle régalien vis-à-vis des citoyens. Voyez-vous? Donc je crois que nous sommes dans le même registre, peut-être à quelques nuances près. Donc, à partir de cet instant-là, je crois que la question était de savoir, alors pourquoi, après que les gens les aient vus, il n'ait pas eu le réflexe de pouvoir alerter, etc. Ça veut dire qu'au-delà de tout ce qui a été fait comme sensibilisation, il y a encore quelque chose à faire pour intégrer dans l'esprit des citoyens ce réflexe-là, cet automatisme qui permet d'être vigilant et de dénoncer tout mouvement suspect. Et c'est là où nous devons pouvoir travailler, et au-delà donc de ce que l'État doit pouvoir accentuer son action en faveur de la population. Et donc, ça ne doit pas être simplement lié à la seule question du djihadisme et du terrorisme, en tout cas à cette menace, mais ça doit s'intégrer dans une vision globale de gouvernance d'État. Parce que la perspective d'avenir de toute cette société, c'est d'évoluer, c'est de grandir, c'est de se moderniser, c'est de se consolider et de développer un certain nombre de valeurs, de solidarité, de partage, d'identité et tout. Donc c'est tous ces éléments, c'est sur tous ces éléments-là que nous devons pouvoir travailler et donc rappeler nos dirigeants qu'ils ont ce devoir-là de nous les rappeler, nous aussi, et de faire en sorte que la société en elle-même puisse porter ces valeurs de solidarité-là, de sorte que ce n'est pas parce que vous allez voir quelqu'un, en tout cas un ennemi, dans la maison du voisin, puisque ce n'est pas votre maison, que vous pouvez passer votre chemin. Voilà. Donc ce sont des valeurs qu'il faut développer. Et ça, c'est un travail pédagogique très important qui concerne justement l'État et donc qui doit alors initier une stratégie de communication suffisamment appropriée. Et je crois que de ce point de vue, en tout cas, il y a une certaine fragilité, il y a une certaine carence dans la stratégie de communication du gouvernement et il va falloir le dire de manière qu'on s'évite toutes les surprises aussi désagréables. Alors, je ne suis pas expert en armement ni en balistique, mais j'ai lu quand même à propos de l'arme emportée par les terroristes, un 12-7, que c'est une arme capable de tirer jusqu'à 700 balles la minute. Donc c'est un gros armement qu'ils ont emporté. Tout cela, ça montre aussi que peut-être ils vont revenir. Ils vont se préparer, ils vont se dire, ah, on a percé leur défense, on va revenir. Le président de la République a longtemps parlé de mutualisation des forces. Au niveau de la CEDEAO, on n'a pas réussi, c'est pareil. Est-ce qu'il n'est pas temps, le Bénin est touché, le Togo est touché, le Burkina, le Mali, le Niger et autres, de travailler à véritablement mutualiser les forces? Oui, je l'ai dit tantôt dans ma première intervention, et il faut mutualiser les forces à tous les niveaux, tant au niveau opérationnel, au niveau des renseignements, et au niveau des équipements. Il faut mutualiser les forces contre ce fléau, mais il faut rappeler qu'avant l'attaque, il y a eu une opération conjointe entre les forces ghanéennes, togolaises et burkinabées, qui a permis entre-temps de détruire certaines poches qui étaient en constitution, et ça a permis aussi de retarder. Vous savez, nous n'allons pas parler d'effet surprise. Ce n'est pas un effet surprise. Nous savions que ces gens étaient à nos frontières et qu'ils pouvaient attaquer à tout moment. C'est pour cette raison que des mesures sont prises. S'il y a eu peut-être une somnolence et autres, je pense que rapidement ça va se corriger pour pouvoir riposter comme il se doit. Parce que si ces agresseurs ont pu emporter l'arme qui devait
les affronter, l'arme redoutable qui devait les affronter, c'est qu'il y a eu certainement une somnolence. Une défaillance. Non, je ne parle pas de défaillance. Il ne faut pas avoir peur du mot. Ouais. Il y a eu quelque chose au niveau des agents. C'est ici l'occasion également d'en appeler à la responsabilité de chaque soldat sur le terrain. Quand vous somnolez, vous donnez l'occasion pour créer ou bien des orphelins, des veuves et autres. Mais quand vous restez éveillé, vous vous donnez la chance de retourner voir vos familles. C'est l'occasion aussi d'alerter nos concitoyens dans la ville de Lomé. Et les soldats qui sont postés à des carrefours de la capitale. Je fais le constat malheureux de voir nos jeunes soldats toujours concentrés sur leur téléphone portable, toujours la tête baissée en train de faire WhatsApp. Ils se mettent en danger. Parce que quand l'agresseur arrive, il ne s'adresse pas d'abord au citoyen lambda, mais à l'individu A qui tient une arme. Donc, restez toujours éveillé quand vous êtes en poste. Le téléphone portable WhatsApp, on peut l'utiliser après, à la pause. Mais être sur le terrain d'opération et avoir la tête baissée, j'ai fait le constat amer cette dernière semaine à Lomé. Et j'en appelle à leur responsabilité. Vous parlez des jeunes militaires, c'est ça? Des jeunes militaires, voilà, des jeunes gendarmes et policiers. Ça. J'en appelle à leur responsabilité également. Ils ont intérêt à se protéger en étant vigilants lorsqu'ils sont sur les postes d'opération. Je pense que le colonel Opaoul avait sorti une note une fois contre ce phénomène, mais on ne sait plus quelle suite il y a à cela. Luc Abaki, vous croyez en une mutualisation des forces pour contrer le phénomène? Au fait, la question de mutualisation de forces ne devait pas se poser aujourd'hui à nos pays, plus de 6 décennies après nos indépendances. Pour la simple raison qu'elle relève du bon sens. Mais en même temps, des valeurs identitaires qui sont les nôtres. Parce qu'on dit toujours que seul, on peut peut-être aller vite. Mais ensemble, on peut aller loin. Et donc, dans nos sociétés, on nous a toujours appris la coopération. On nous a toujours appris l'esprit du partage, aussi bien des valeurs que des biens communs. Et donc, le besoin de partager ce qu'on a, ou de mutualiser nos énergies, nos forces, répond en fait à une situation de la nature qui se marque par la complémentarité. Il y a une certaine diversité de la nature, mais si on a l'harmonie de la nature aujourd'hui, c'est parce qu'elle est marquée par la complémentarité. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans la nature se complète pour donner à cette nature une certaine harmonie. Donc, nous devrions nous baser sur un principe de biomimétisme qui nous oblige à comprendre que si nous voulons être forts, nous n'avons pas d'autre choix que de composer avec les autres. Et donc ça devait être un principe de gouvernance de nos États. De comprendre que si le colon a réussi sa percée, c'est parce que d'abord il a procédé par une certaine fragmentation de nos acquis. Et donc aujourd'hui, nous avons des morceaux de terre que nous appelons des États qui ne représentent pas grand-chose. Normalement, notre indépendance devait être caractérisée par une fusion systématique. Si ce n'est pas une fusion parce qu'il y a des contingences politiques, mais au moins que nos esprits s'ouvrent au besoin de composer avec les autres et avec qui nous partageons les mêmes problèmes. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, heureusement, on va dire heureusement, c'est vrai que c'est malheureux, mais on va dire heureusement que les circonstances, les phénomènes, les épreuves nous y contraignent littéralement. Parce qu'aucun pays isolé ne peut avoir la prétention ni d'assurer son développement économique, encore moins de faire face à ce fléau, à cette guerre asymétrique qui dépasse nos capacités d'action. Si les terroristes ont été capables d'opérer en France,
d'opérer en Angleterre, d'opérer en Italie, d'opérer en Espagne, alors que ces pays-là sont quand même les puissants du monde sur le plan militaire. Cela veut dire que ce n'est pas avec nos petites armes ici que eux, qui nous vantent, que nous pouvons nous vanter d'être capables de répondre véritablement. Ça veut dire que la solution, elle est où? Elle est justement dans la mutualisation de nos énergies. Pas seulement sur la question militaire, mais sur la question même des fondamentaux de la gouvernance d'un État. De manière qu'on soit capable de consolider nos économies, de restructurer nos sociétés et donc d'assurer une évolution d'ensemble de tout notre espace. Autrement, notre vulnérabilité, elle est acquise, elle est actée, elle est consacrée, tant que chacun sera dans sa marge, dans sa bulle, pour dire, bon, mais j'ai la fierté donc d'être dirigeant de cette portion de terre, je ne veux pas trop m'ouvrir à d'autres pour des contingences ou des raisons qui me sont propres, etc. Mais au même moment, vous exposez malheureusement la vie des millions de personnes en ne comprenant pas qu'il faut laisser une part d'ego pour pouvoir véritablement composer de façon très sérieuse. Je pense que par le passé, les mêmes contingences, peut-être pas liées au terrorisme, avaient obligé la CEDEAO à mettre cette force-là qu'on appelait ECOMOG. Malheureusement, ECOMOG, oui. Et cette force, malheureusement, son management a connu un coup aujourd'hui, on n'en parle plus du tout. Il va falloir que nous inscrivions cela dans nos principes même de vie et de gouvernance de nos sociétés. Et voilà pourquoi je pense que nos dirigeants doivent faire preuve de vision. De vision, et cette vision-là doit se matérialiser justement par la semence de ces genres d'idées, de ces genres d'initiatives, de ces genres de valeurs au sein même de la société. Parce que c'est quand la société se montre suffisamment organisée qu'elle développe une certaine puissance qui lui permet de contrer ces genres de fléaux. Merci, oui. Non, je crois que la volonté de mutualisation de force est plus qu'affichée. Elle est annoncée. Elle est politiquement annoncée. Je l'ai dit tantôt, il y a eu une opération conjointe, mais il faut renforcer. Vous savez, tous ces pays, le Togo, le Burkina, le Ghana, sont parties prenantes de l'initiative d'Accra. Oui. Et l'initiative d'Accra vise effectivement à prévenir ce genre de fléaux. Et donc, ces pays se retrouvent dans ce cadre-là. Les pays comme le Bénin, le Togo et le Burkina Faso sont membres du mécanisme entente de renseignement qui concerne les pays du Conseil de l'entente, qu'il faut renforcer. Nous avons également l'instrument principal, je dirais quelque part, qui a échoué à un degré donné, qui a failli, la CEDEAO, et qui est là. Donc en réalité, on a déjà les leviers sur lesquels s'appuyer pour renforcer cette coopération, pour renforcer cette mutualisation des efforts. Il ne faut pas que nos États hésitent, il ne faut pas que nos dirigeants hésitent. Il faut y aller parce que c'est à cette seule condition que nous pouvons contraindre ces forces à la reddition. Bien noté. Merci beaucoup, Rona Niata. Ce sera votre mot de fin, Luc Abaki. Merci également. Oh là là, c'est déjà fini. Oh là là. Merci d'être passé, répondre à nos questions. Et merci également à vous tous de nous avoir suivis d'un peu partout. On se donne rendez-vous le samedi.